Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio. Le plus haut de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth, Fallon et Elvis. Alors, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On n'a pas eu l'occasion de se voir lundi parce qu'on avait la rediffusion du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Oui, effectivement, on avait cette rediffusion-là qui était un moment important dans la mesure où le ministère de l'Enseignement supérieur a débuté les assises sur le LMD. Je sais que c'est une réforme qui a intervenu, je crois, en 2003, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui est appliquée de 2003, façon... oui, effectivement, voilà. et qui est rentré en 2007. En 2007, voilà. Et qui est aujourd'hui appliquée de façon asymétrique dans notre pays. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrive à une situation d'autopsie pour pouvoir réellement savoir de quoi il est question aujourd'hui, pourquoi il y a autant de situations quelque peu compliquées à expliquer en ce qui concerne, par exemple, comme le soulignait le René de la dernière fois lorsqu'elle posait des questions au ministre, de savoir pourquoi il y a souvent des retards dans la publication des résultats, même l'organisation des compositions, si on peut dire ça comme ça. Et à un moment donné, on se demande pourquoi dans certains établissements, on achève correctement l'année. À l'UOB, par exemple, les années durent 6 ans, quoi. Une année dure 6 ans une année dure 6 ans en année académique. Ce n'est pas normal. Donc, dès cet instant, il fallait bien qu'il y ait ces états, j'ai envie de dire ces états généraux ou ces assises pour questionner le système, pour savoir s'il a été performant ces derniers, depuis son application ou pas. Et de pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir remédier sur des sujets qui, on va dire, ne sont pas de nature à pouvoir le rendre performant, mais également faire en sorte qu'il devienne un outil viable pour l'étudiant, parce qu'il faut le savoir, le LMD, c'est un peu comme l'APC, l'APC, apprentissage par compétences, qui est appliqué au niveau du primaire. Et c'est cet APC également qu'on voudrait instaurer au niveau du public. D'ailleurs, des systèmes comme le constructivisme, qui est Le quoi? Constructivisme. C'est quoi ça? C'est un système dans la philosophie pédagogique qui fait que c'est soit l'élève qui soit au centre de l'apprentissage, donc qui peut, on va dire, qui a le devoir d'être en mesure de se déployer sur 80%, du moins participer à hauteur de 80% en ce qui concerne sa formation, reléguant l'enseignant... Donc l'élève doit être acteur de sa formation. Acteur de sa formation. On met la pratique en avant. On met non seulement la pratique, mais la pratique ici, par exemple, si on était dans le système secondaire, on dirait que c'est la capacité à aller faire des recherches. À l'université, Voilà. à l'université, c'est pareil. À l'université, on pourrait ajouter les stages en entreprise ou encore... L'apprentissage actif. Voilà. Et à partir de cet instant, l'élève ou l'étudiant a le devoir de lui-même produire des contenus qui lui permettent de renforcer les connaissances qu'il aura reçues en classe. Or, on est toujours dans l'ancien système qui fait que l'enseignant continue à être au centre de la relation avec la connaissance, parce qu'il faut savoir qu'il y a un triangle, et ce triangle détermine le savoir, l'enseignant et l'élève. Il y a un rapport entre l'enseignant et le savoir, un rapport entre l'enseignant et l'élève, mais souvent ce qui manque, c'est véritablement la relation entre l'élève et le savoir. Or, aujourd'hui, avec les moyens technologiques que nous avons, avec le foisonnement des possibilités pour pouvoir avoir l'accès à l'information ou accéder à l'information, eh ben, on a comme l'impression que l'élève, parfois, du moins, le système avait questionné sur pourquoi l'élève n'était pas aussi actif. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on demande à l'enseignant de jouer beaucoup plus un rôle de coordinateur des activités pédagogiques au sein de la classe. Et c'est la même chose à l'université, c'est la même chose dans les lycées et collèges. C'est déjà aussi la même chose pratiquement au primaire, sauf qu'au primaire, après, il faut un accompagnement parce que ce sont des petits-enfants. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'étudiant doit être au centre de toutes les politiques menées lorsqu'il s'agit du système LMD pour pouvoir se positionner comme acteur de son apprentissage. Donc, je crois que c'est ce qui a motivé les acteurs de l'éducation, c'est ce qui a motivé les acteurs de l'enseignement supérieur pour pouvoir
questionner la mise en œuvre du LMD dans notre pays. Et c'est d'autant plus louable dans la mesure où, comme je le disais, l'application asymétrique ou variable ou variée de ce LMD-là dans les écoles d'enseignement supérieur au Gabon laissait quand même à désirer. Et on espère qu'au sortir de là, on aura de véritables recommandations, pas pour créer des polémiques inutiles, comme j'ai pu le lire ce matin, entre le professeur Ondoa du Cameroun et le professeur Daniel Fanki Diata, qui a quand même, on peut lui reconnaître cela, qui a été l'un des premiers scientifiques gabonais, pourquoi pas africains, à avoir interrogé le système LMD, parce qu'il a écrit tout un ouvrage, je crois, en 2006, si j'ai bonne mémoire, là-dessus, le système LMD en Afrique. Et là-dedans, on peut quand même trouver des voies d'analyse qui permettent à ce qu'on soit dans la possibilité d'inscrire le LMD comme étant un outil de développement pour le pays, développement pour l'élève, développement même pour l'enseignant. Parce que si tant est que l'élève est au centre de l'apprentissage, ça voudrait dire que l'enseignant peut aussi apprendre de l'élève. Si tu as quelqu'un qui s'investit à 80% pour sa formation, ça veut dire qu'il fait énormément de recherches, il lit beaucoup, il va dans les colloques, dans les conférences, ainsi de suite. Et à la fin, il peut revenir et puis amener son enseignant à corriger le tir sur un enseignement X ou Y. Ça peut arriver. Donc aujourd'hui, on a besoin qu'on ait un système performant, bénéfique pour le développement du pays, mais qui soit aussi adapté aux réalités de notre économie, parce que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui beaucoup plus. Il ne suffira plus de former une flopée de diplômés, mais il faut former des gens dans les métiers, du moins dans les secteurs qui sont beaucoup en rapport avec la volonté de diversification de l'économie du Gabon, mais aussi dans la volonté de mise en œuvre de la politique d'adéquation formation-emploi, parce que on peut être, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à avoir la mise en place d'un certain nombre de centres de formation, mais ils ne sont pas suffisamment valorisés. Vous avez des gens qui font 5 ans à l'université, ils changent de département parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais si on avait un système d'orientation qui était assez cohérent, assez solide, on aurait pu leur dire, bon, vous avez déjà assez vivoté au sein de l'université, essayez un peu le centre multisectoriel d'Ongkok ou de Mvengue ou de Mandji, et en fonction des aptitudes qui sont les leurs, parce qu'on a souvent tendance à croire que ce n'est qu'à travers l'université qu'on peut avoir des compétences. Or, les compétences sont non seulement intellectuelles, mais il y a aussi des compétences manuelles. Vous pouvez avoir un bac en A et être très bon mécanicien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Très bon mécanicien. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes aujourd'hui ou la nouvelle génération de ce qu'elle a non seulement la capacité à pouvoir s'armer sur le plan intellectuel au niveau du cerveau, gonfler le cerveau comme on dit, mais aussi elle peut aussi armer ses bras. Ses bras pour pouvoir travailler dans les bénisteries, dans la menuiserie, dans la mécanique, dans le transport, ainsi de suite, parce que ce sont des secteurs aujourd'hui qui sont pourvoyeurs d'emploi, mais nous ne nous intéressons pas forcément à ces secteurs-là. Quand vous voyez un peu la physionomie du secteur du transport au Gabon, vous regardez le secteur de transport en commun. Si vous comptez, sur 1000, il y a peut-être, on va dire, 50 Gabonais. Or, en réalité, on a une flopée, on nous parle de 40% de chômage chez les jeunes. Tous ces gars-là font quoi? Du moins, toutes ces personnes font quoi au chômage alors qu'il y a un secteur qui est pourvoyeur d'emploi comme celui du transport. Oui, on me dira que ce n'est pas suffisamment organisé, mais je crois que de plus en plus, on va vers des politiques qui sont de nature à pouvoir assainir le milieu. On a par exemple le PNP, donc le Pôle national de la promotion de l'emploi, qui a créé un programme, par exemple pour les Gabonais, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement et travailler en tant que taximan. Mais on est encore dans des schémas anciens où taximan, c'est pas forcément la voie où on peut réussir. Or, on voit aux États-Unis, il y a des gens qui commencent transporteurs, ils travaillent pour d'autres. Au bout d'un certain nombre d'années, ils se mettent à son compte. Parce que le transport, ça nourrit son homme. Le transport, ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est un secteur qui est comme une épicerie. Quand vous êtes transporteur, vous avez de l'argent tous les jours. Ouais, tout à fait. Ça, c'est la vérité. Hein. Quand vous êtes transporteur, vous êtes comme le boutiquier au quartier. Vous touchez de l'argent tous les jours que Dieu fait. Donc, à partir de cet instant, si c'est l'argent qui est le moteur de votre existence, vous pouvez
vous orienter vers ces secteurs. Vous avez le secteur de la menuiserie et tous les métiers connexes qui sont liés au métier du bois. On n'a pas beaucoup de Gabonais. Or, le Gabon était un grand producteur de bois, notamment... Et tu penses que le LMD peut gérer ce genre de questions, Oui. de problématiques? Oui, ce sont les problématiques que le LMD doit gérer. Parce que le LMD, c'est un système pratique. Ce n'est pas une question de le rhum est sous terre ou le rhum est dans l'océan. C'est un système, Rome est devant moi. Il faut que je trouve la voie pour arriver à Rome. Donc c'est beaucoup plus la pratique. Mais le LMD accorde une place suffisante à la pratique. Malheureusement, chez nous, comme je le disais, on est resté, et je crois que le ministre de l'enseignement supérieur lui-même l'a souligné, c'est-à-dire qu'on a un système qui a été mis en place, mais vous avez des enseignants qui continuent à l'UOB à enseigner comme il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vois. Or, l'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un modèle suffisamment dynamique qui peut favoriser, parce que les crédits que vous avez là, on vous parle de 150 crédits quand vous êtes en licence, 250 je pense quand vous êtes en master, mais si vous avez 150 crédits à éliminer en licence, les 150 crédits, ce n'est pas seulement les sessions, donc les devoirs, ce n'est pas seulement les notes de classe, c'est aussi la capacité à aller prendre, je ne sais pas, un mois de stage dans une entreprise et c'est ce mois de stage, donc ce temps mis en entreprise là est convertible ou peut être converti en unité d'enseignement et du moins en unité pour pouvoir éliminer un certain nombre de points en ce qui concerne les 150 points recherchés. Mais Mosler, est-ce que c'est le cas actuellement? Bon, je vois généralement ce cas de figure-là, c'est pour les étudiants qui sont généralement en licence 3. C'est-à-dire, après la section des devoirs de classe d'examen, il va en entreprise pour pouvoir soutenir sa licence. Oui, ta question est bien, du moins est bien posée parce que mais c'est pas toi le ministre de l'enseignement. Je sais. C'est un enseignant qui est devant nous aussi. On comprend bien que c'est un vice de forme qui est mis en exergue chez nous. Toi, tu sais qu'on a reçu des élèves du lycée français ici. Pourquoi ils font des stages à partir de la classe seconde? Parce que l'orientation, normalement, commence à partir de la 3e. Quand on est en 3e, c'est là où on va vous êtes déjà sûr que vous irez soit en S, en LE ou X ou Y, en fonction du type d'enseignement dans lequel vous êtes, si vous êtes en enseignement général ou en enseignement technique et professionnel. Donc, à partir de la classe de 3e, vous avez une orientation. Et à partir de la classe de seconde, en principe, par rapport à votre orientation, on doit commencer à vous habituer à aller sur le terrain, aller à la rencontre. C'est pourquoi on a créé les devoirs de recherche, par exemple, les devoirs de maison. Mais parce que c'est mal expliqué, ou mal coordonné, ou sous-évalué chez nous, que parfois, quand vous envoyez un élève faire des travaux de recherche, pour vous, c'est comme des points que vous allez lui donner juste parce qu'il allait faire des recherches. Mais en réalité, ça doit être un travail concis, précis, et qui suit un objectif pédagogique, bien sûr. Et à partir de cet instant, quand vous l'évaluez, vous savez exactement pourquoi vous l'évaluez. Et en retour, la note qu'il reçoit doit être une note qui tienne compte de tout l'ensemble que vous avez mis en place, du moins de toute la programmation pédagogique que vous avez mise en place. Et le LMD, c'est pareil. C'est-à-dire le LMD, on doit pouvoir, par exemple, quelqu'un qui est en littérature doit pouvoir faire ça en entreprise, par exemple, dans un média. On ne sait jamais, un matin, il peut se réveiller et puis dire « je veux être animateur radio » ou bien « je veux être journaliste ». Donc, on peut l'envoyer. Il peut aller faire un stage d'1 mois, de 2 mois. Depuis la première et la deuxième année. Pas besoin d'attendre la licence. Bien sûr. Et s'il a des enseignants qui sont suffisamment outillés, ou l'établissement offre suffisamment de temps pour que ces élèves-là, ces étudiants puissent le faire, eh bien, quand il sort de là, il aura fait première année d'université, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Quand il book son master, il a 5 ans de stage. Et souvent, quand vous allez demander un emploi au sortir de l'université, on vous demande des années de stage. Oui, c'est souvent 3 ou 5 ans. Or, ça commence là. Ça commence là. C'est à l'école, on doit avoir la culture d'envoyer les élèves ou les étudiants en entreprise. À la force des grandes universités, je me rappelle à un New York Forum, on a reçu des étudiants d'Harvard qui, depuis 4 ans, étaient au Kenya. Tu vois? Ça peut être des programmes d'échange. Oui. Ça peut être des programmes d'échange, effectivement. Et l'échange, ce n'est pas seulement entre universités, c'est aussi entre une université et une entreprise.
Par exemple, nous avons aujourd'hui un déficit en termes de personnel en ce qui concerne les questions de préservation de l'environnement. Si on veut former, il faut bien par exemple, l'université Omar Bongo Pétissé, qui a d'ailleurs, je crois, un DSS en environnement, peut prendre ses élèves, ses étudiants, les envoyer en stage dans un parc, par exemple, ou auprès avec les nouvelles technologies, ils suivent les cours à distance et ils font le travail au parc tous les jours. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, ils sont dans le parc et ils ont le diplôme. Clairement. Et c'est ça qui devrait être le LMD aujourd'hui dans tous les secteurs. Parce qu'on est resté dans le système classique qui forme les gens de façon théorique. Vous avez un élève qui part du CP1, du moins de la maternelle pour ceux qui ont fait la maternelle, jusqu'à la fin de ses études universitaires. Parfois, il n'a jamais vu une éprouvette. On lui dessine l'éprouvette au tableau. Mais le gars, il va quand même faire médecine. Quand il sort de là, quand il arrive maintenant en laboratoire à l'hôpital général, il ne sait pas comment on se sert d'une éprouvette dans le réel. Et c'est ce qui fait qu'on a des situations comme celle qu'on a enregistrée dernièrement où on a oublié des ciseaux, la paire de ciseaux dans le ventre d'une femme qui est décédée. Parce qu'il y a des problèmes. Donc il faut commencer à faire en sorte que lorsque vous choisissez d'orienter un système éducatif, il faut que le système éducatif soit adapté à notre environnement économique, mais aussi qu'il soit bénéfique pour l'élève et pour les institutions même qui sont chargées de la formation. L'université Omar Bongo s'ouvre aujourd'hui parce que vous pensez bien qu'on n'attend que 2 choses. Il n'y a que 2 sources de revenus à l'université Omar Bongo. C'est les inscriptions et le budget de l'État. Or, si on avait un certain nombre de partenariats avec des entreprises, la RSE dont on parle aujourd'hui, elle serait utile pour le développement de nos entreprises, de nos universités. Elle ne souffrirait pas du marasme économique dans lequel elles sont, mais simplement parce qu'on a un problème d'innovation, on a un problème de management, on ne voit pas réellement où on veut aller avec l'éducation au Gabon. On est juste dans un système où il faut former des gens pour les besoins de l'administration. Mais qui forme les gens pour les besoins du tissu économique? Qui forme les gens pour les besoins du développement personnel? Parce qu'on ne fait pas l'école seulement pour avoir les diplômes. On fait l'école aussi parce que peut-être on veut se donner bonne conscience, on veut avoir suffisamment de matière. Et des gens, ils finissent l'université, ils ne travaillent pas, il est écrivain. Écrivain, c'est un métier. Un métier qui fait aussi rentrer de l'argent. Il n'aura travaillé pour personne. Mais à partir de cet instant, il faut qu'il y ait un substrat pédagogique qui soit de nature à favoriser la mobilité, à favoriser la capacité des élèves à se déployer dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On espère que ces assises vont nous produire ce système dont on rêve tant. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h en mode old school. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.